spends his time between Oman and Gstaad in Switzerland, of all places. He will elaborate on the industrial fabric and the integration into global value chains with particular reference to renewable energy sector. Monsieur, vous avez 5 minutes. Merci. Je crois que dans ma chaîne de valeur linguistique, il y a un maillon qui n'a pas fonctionné, donc je ne vais plus pouvoir traduire du français à l'anglais, donc je vais parler en français. Donc les chaînes de valeur, c'est un terme qui nous préoccupe aujourd'hui à plusieurs titres. D'abord parce que nous sommes au lendemain d'une révolution. Il y a des facteurs déclencheurs de cette révolution et qu'il ne faut pas omettre de la réflexion. Nous sommes aussi dans une période où le développement durable est au cœur de toutes les discussions. Développement durable, je ne vais pas entrer dans les détails du développement durable, donc tout ce qui est équitable, etc. Et les chaînes de valeur se perdent. Les chaînes de valeur se perdent parce que nous avons perdu notre ADN entrepreneurial. En Tunisie, nous avons des chaînes de valeur qui existent depuis 300 ans, 400 ans, 500 ans, qui ont bien fonctionné. Je cite Chachia, je cite Zarbeya, etc. Et il n'y avait pas de chaîne de valeur en Tunisie, il y avait des sphères de valeur. Des sphères de valeur, c'est-à-dire des chaînes, lorsqu'il y a un maillon qui ne fonctionne plus, les autres maillons ne restent pas en panne. Ils vont servir d'autres chaînes. Je cite 2 exemples rapidement. Je cite l'exemple du tapis, où nous avons la grande culture qui nous procure la nutrition animale. Par la suite, nous avons le secteur de l'élevage. Nous avons le secteur, par la suite, de la filature, de la tannerie et du tissage, etc. Par la suite, jusqu'au tourisme et l'exportation, donc on touche les services. Je prends le cas donc le maillon de la tannerie. Il a suffi dans les années 70 qu'une tannerie ait un problème technique avec des fuites de produits dangereux qui a contaminé un lac de barrage dans lequel un producteur de poissons italien avait du loup comme ça. Donc toute la filière a été condamnée. Toute la filière du tapis qui faisait fonctionner une bonne partie du peuple tunisien, surtout dans le centre, a été condamnée. Donc, nous devons parler de sphère de valeur et non pas de chaîne de valeur. Et ce terme de chaîne de valeur introduit une certaine dépendance. Il suffit qu'un pays vous introduise une machine, comme la Corée par exemple, qui ne fonctionne qu'avec son fil, c'est fini. On a connu ça en Tunisie. Donc, je prône le développement durable comme allez, cheval de bataille. Je reprends l'exemple du piment. Je travaille sur le piment depuis 30 ans. L'année passée, j'ai mobilisé 10 jeunes ingénieurs dans ma ferme à Kérouan. Je les ai challengés pendant 2 mois. Ils ont inventé un système qui aujourd'hui est breveté. Et les Suisses, on va les utiliser. Donc, on va utiliser ce système au Maroc, à Agadir, pour sécher les haricots verts. Nous avons besoin d'accélération des incubateurs. Fini les institutions avec 10 000 mètres carrés en marbre, des infrastructures pour les incubateurs qui ne sortent rien, des centres de recherche qui ne sortent rien. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons, j'ai presque fini, donc une richesse culturelle et historique incroyable en Tunisie, des génomes, des gènes qui sont très favorables. Ce pays est prédisposé au challenge. Nous avons aussi une chance avec ce gouvernement qui a bien vu, je pense, où est-ce qu'il fallait agir. Là, aujourd'hui, on peut accélérer le phénomène en choisissant des thèmes fédérateurs et mobilisateurs, intégrateurs. Je donne un exemple et je termine. Un des domaines qui était le plus important en Tunisie, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, on l'a oublié complètement. On n'a vu que le côté commercial de l'huile d'olive. On a oublié que l'huile d'olive est responsable dans 2 types de pollution. Dans la margine, par exemple. La margine industrielle, c'est un effluent très, très dangereux. Et malheureusement, c'est un maillon très important qui a failli ne pas rendre l'huile tunisienne éligible dans certains marchés. Donc, cette huile-là était même une source d'énergie dans les années 60. Celui qui avait le grignon d'olive pouvait alimenter une boulangerie. La chaleur de la boulangerie va chauffer le bain mort. Le bain mort, c'est le wellness. On a besoin de savon. On retrouve les déchets le déchet d'huile d'olive. Donc, j'invite les investisseurs aujourd'hui en Tunisie de profiter d'un climat très intéressant, très propice, de profiter du génome tunisien, du gène.
la génétique tunisienne qui a inventé le couscoussier. Le couscoussier, ce n'est pas un hasard qui a été inventé en Tunisie. Donc c'est l'intégration. Et profiter de ce climat, profiter de ce génome pour croire en plus en Tunisie et investir en Tunisie. Thank you very much. That was real out-of-the-box thinking. I thought it was very good to just to have a different perspective. Et maintenant, c'est la dernière intervention qui vient d'un secteur qui est très très important pour ce pays. Oui, c'est vous, monsieur. C'est le secteur aéronautique qui est aussi vraiment inclus dans les chaînes valeurs globales et dans les supply chains. Il me fait grand plaisir de donner la parole à monsieur Gabi Lopez, directeur de Zodiac Equipment et président de GITAS en Tunisie. Il va nous parler de la situation industrielle et de l'intégration des industries tunisiennes dans les chaînes de valeur mondiales. Merci. Bonjour, on m'a demandé de parler en français, je m'exécute. Voilà, l'industrie aéronautique en Tunisie date d'une quinzaine d'années. Elle regroupe aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises, dont 40 d'entre elles sont membres du GITAS, qui est l'organisme, le groupement des industries tunisiennes pour l'aéronautique et le spatial. Le thème chaîne de valeur m'amène à vous dire que en Tunisie, ces 40 entreprises savent faire tout ce qu'il y a dans un avion. De l'étude, industrialisation, du design, de l'électronique, de l'industrie de mécanique et en particulier, depuis peu de temps, des pièces composites. Tout ça amène les entreprises tunisiennes à pouvoir réaliser complètement en Tunisie des systèmes complets qui équipent les avions qu'on voit tous les jours dans le ciel et qui est vraiment un plus pour ce pays. Je peux vous assurer que dans d'autres pays qu'on appelle à coût compétitif, il n'y a pas cette chaîne de valeur complète. Cette chaîne de valeur me permet de vous faire partager, je l'espère, mon optimisme pour l'avenir de l'industrie aéronautique en Tunisie. Pourquoi mon optimisme? Parce qu'on est vraiment dans un jeu avec le pays Tunisie, un jeu gagnant-gagnant. La Tunisie a besoin de cette industrie pour créer de l'emploi à haute valeur ajoutée, permettre que l'industrie aéronautique puisse embaucher des ingénieurs, des techniciens, des cadres, mais également une main-d'œuvre spécialisée qu'on trouve vraiment en Tunisie. Je m'attarde 2 secondes sur ce niveau de formation des ingénieurs en particulier, mais aussi des techniciens et cadres. On trouve en Tunisie vraiment des gens qui sont bien formés et qui sont vraiment aptes rapidement à intégrer nos technologies. Voilà, je reste sur ce mot gagnant-gagnant. Les industriels, les nouveaux industriels qui vont s'implanter, je ne parle pas des anciens, ils savent déjà, ils ont besoin je rappelle, du niveau de formation des gens. Ils ont besoin de règles qui facilitent leur travail. Je pense en particulier aux règles douanières. Ils ont besoin également d'une logistique performante, on en a parlé, avec une mise à niveau du port de Radès qui a été engagée et éventuellement la décision de créer un nouveau port en eau profonde à Enfida. Tout cela va encourager, j'en suis convaincu, les investisseurs de ce monde aéronautique et spatial à venir s'installer en Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était très encourageant.
Et c'était très bien. Je pense que je vais commencer par poser une question à Monsieur le ministre et je vais avoir Monsieur Lopez va aussi donner son expérience parce qu'il est dans l'industrie avec high value add. Mr. Minister, if you had to identify 3 of the key challenges that you, in your view, see Tunisia is facing right now in terms of integration in the global value chain, what would they be and how is the government currently addressing them? Just 3, the 3 top ones. Bon, on va le faire en français. Si on regarde les 3 barrières principales ou les 3 challenges principaux pour la création de chaînes de valeur, je citerai la première qui est la partie logistique. Et pour dire ce qu'on est en train de faire, c'est tout ce qui est transactionnel doit être sérieusement amélioré. Et donc, il y a un plan qui est en cours. Le second, au point de vue facilité, c'est le port en eau profonde d'Enfida. Et tout ce qui est création de zones logistiques doit être accéléré. Et donc, c'est le plan du gouvernement. Donc, ça, c'est le premier point qui est dans la partie logistique. Le second qui est en fait dans la partie encouragement à l'innovation et création d'un ensemble complet, puisque aujourd'hui, entre la partie concept qui est en fait de développer un prototype jusqu'à l'échelle industrielle, il y a toute une série d'étapes qui doit être respectée pour assurer une qualité dès les premiers échantillons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller du concept jusqu'au monde industriel avec des rejets. Il faut qu'on accélère ce processus. Donc toute cette partie innovation, nous avons, comme je l'ai cité dans mon adresse initiale, un plan d'intégration d'innovation et nous travaillons avec des partenaires européens pour mettre en place ce système d'innovation. Je voudrais les remercier d'avance pour leur support. Le troisième, c'est créer les zones industrielles du futur, c'est-à-dire des zones où il faut à la fois bien travailler et bien vivre, c'est-à-dire qu'on puisse avoir tout dans un même espace. Et donc l'exemple de la zone d'El Agba est un premier exemple, mais nous souhaitons en fait implémenter au niveau de ces zones industrielles des règles de convivialité pour que ces entreprises qui vont vivre ensemble puissent en fait cross-fertiliser. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des synergies. Tout ça, ça doit être fait dans des règles, disons, de vie commune qui doivent être définies et acceptées par tout le monde. C'est ce qu'on appelle en anglais le Service Level Agreement pour les zones industrielles. Donc c'est mon troisième point. Merci. C'était très bien d'avoir aussi la composante sociale là-dedans, parce que c'est quand même très important que, comme vous avez dit, les gens puissent vivre aussi. Ils ne travaillent pas seulement. Monsieur Lopez, quand vous avez entendu ce que Monsieur le ministre nous a dit, quelle est votre réaction? Ben écoutez, moi j'ai la chance d'avoir déjà entendu ce qu'a dit Monsieur le ministre. Et donc je suis très confiant par l'amélioration de la logistique portuaire, création d'un nouveau port, ça va, je pense, vraiment faciliter les choses. Et puis des zones industrielles bien aménagées, où on peut vivre, justement, vous avez raison de souligner l'aspect social. Le centre de recherche et développement est aussi un gros plus dans la mesure où il va permettre d'allonger encore la chaîne de valeur et de proposer dans le pays des produits des produits et des études brevetées, si possible, déjà abouties. Voilà. Merci. Et du point de vue des organisations multilatérales, la WTO et l'OECD, quelle est votre réaction? Est-ce que vous commencez? On commence par la WTO.
Je vais m'exprimer en français cette fois-ci. Une chose surtout sur la logistique, bon, on a soulevé l'importance, et hélas, je suis désolé monsieur le ministre, mais quand on regarde les chiffres de la Tunisie, et c'est lié à l'évolution de son histoire récente, ça fait partie des rares pays au monde où l'indice de qualité logistique a baissé. Et c'est une enquête de la Banque mondiale. Et ça, je crois que c'est extrêmement important parce que si vous voulez rentrer en compétition sur les produits de haute valeur ajoutée, il faut être très réactif. On parlait des catalogues de vêtements qui changent maintenant de façon continue. Zara, un fabricant espagnol, ne garde ses lignes de vêtements que 3 semaines. Et donc, si vous n'êtes pas capable de fournir très vite, vous perdez Zara et vous ne faites plus que des t-shirts. Et les t-shirts, on ne gagne pas beaucoup d'argent. L'autre chose, et j'ai parlé des services, je voudrais quand même réhabiliter la manufacture. Parce que c'est vrai que la valeur ajoutée sur la manufacture est très basse. Mais ce que savent tous les gens d'affaires, c'est qu'on peut compenser une marge basse par beaucoup de volume. Alors, par exemple, le plus bel exemple de ça, je crois que c'est l'entreprise de Taipei, Foxconn, qui doit gagner 1 ou 2 dollars pour chaque smartphone produit dans le monde. Mais comme ils en font des millions, c'est une entreprise qui est très prospère. Donc, ne pas mépriser les segments de faible marge, mais de haut volume. Ça crée de l'argent et ça crée beaucoup d'emplois. Et je crois que c'est aussi très important. Merci. Merci beaucoup. Et l'OECD, quelle est votre réaction? Well, I can't just leave him with the last word. No, more seriously, I mean, if you just from what I just said in my intervention, the critical element here is services, and then of course we have behind services you have a number of services, of which logistics is a critical element. It's a key backbone. Well, and then there are other key backbone services. And within the context of Tunisia, this is quintessential to actually, promoting its participation and upgrading. Why is the upgrading? Because the logistics sector requires innovation. And you have identified it. And therefore, within that innovation, you promote that sector, and that sector, not only it stands by itself, but it's a contributor to the manufacturing activity across, right? And to cutting the trading costs. And this is where the action is. If you look at the global level, 1% cut at the global level in trading costs can generate up to $40 billion worth of additional trade at the global level. Granted, within Tunisia, 1% reduction in trading costs will increase its trade anywhere between 8 to 9%. And that is colossal. If you were to actually translate it into the jobs that will be supporting those types of activities, then it is important. Now, why is it also a critical aspect, that logistics sector? Because although people or economists tend to think about it as a vertical sector, which means an intervention, that is targeted, it is actually a horizontal intervention. Why? Because it has spillover effects across the entire economy. Whether you talk about the skills that are required, you talk about the savoir-faire and how to do things and how to do things better. Therefore, no question that this is a priority sector. The OECD is actually trying to look into what are the barriers today of a more efficient logistics sector within Tunisia and across also the OECD countries. Because let's face it, it is not just Tunisia that has problems with in terms of gaining efficiency, it's all the other countries. And they're all asking for support in order to promote this sector. And from a logistics point of view, I think the advisor to the Minister of Transport would be very well poised to tell us what he thinks. Je suis content parce que tous les intervenants évoquent la logistique et je vais peut-être apporter quelques éléments de réponse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les coûts logistiques en Tunisie pèsent à peu près 20% du PIB.
c'est énorme, c'est une très mauvaise performance. Mais c'est aussi une bonne nouvelle quelque part parce que la marge de progrès est énorme. Et nous avons été classés effectivement en 2007 par le LPI, donc l'index de la Banque mondiale 60e. Aujourd'hui, nous sommes à la position 110. Donc ça montre bien que la dégradation due, bien sûr, au phénomène que vous avez donc, évoqué tout à l'heure, donc de transition et de révolution, cette dégradation de la performance est rattrapable et c'est exactement le sujet donc, sur lequel nous travaillons aujourd'hui tous, mais avec peut-être une nouvelle approche. L'approche n'est pas uniquement de se dire ok, nous avons un chiffre, on veut le baisser ou un classement qu'on veut améliorer, c'est réellement qu'est-ce qu'on apporte comme valeur ajoutée à l'ensemble des opérateurs. Et là, la démarche elle est un peu peut-être innovante, on implique le secteur privé. Nous avons avec nous dans les task force le secteur privé qui travaille avec nous. L'Alias Transport par exemple, qui est un outil d'interconnexion donc de l'infrastructure logistique, eh bien, il est aujourd'hui sous la conduite directement du secteur privé. Parce qu'en définitive, c'est lui le bénéficiaire et c'est lui qui a intérêt à pousser pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Et ça m'amène en fait, pour brièvement reboucler, à définir le système logistique. Notre pays a besoin de définir un système logistique. La logistique n'est pas un secteur, mais c'est un système au service de tous les secteurs. Évidemment, ça aide les autres secteurs à bien déployer leur stratégie, mais ça permet aussi de générer de l'emploi, ça permet aussi de générer de la valeur. Donc, nous avons aujourd'hui cette réflexion-là et pour juste vous donner une petite note optimiste, sachez que l'infrastructure existante aujourd'hui est capable pour tenir au minimum le double du commerce extérieur. Nous n'avons pas un problème d'infrastructure actuellement. Nous avons la capacité de faire face au doublement du commerce extérieur. Mais nous devons optimiser l'infrastructure existante et nous devons travailler notamment 24 sur 24 dans les ports. Nous devons aussi délester un peu sur le port de Radès. Il n'est pas exclu de développer les autres ports. En attendant que le grand port en eau profonde voit le jour, et ça va demander peut-être 3-4 ans. Mais nous y travaillons, mais ce n'est pas un projet pour tout de suite, c'est un projet de moyen terme. You're looking very attentively at me, Mr. Alani. What is your reaction to Mr. Khanfir's comments? Yeah. Je souhaite, very short, please, because we will short. then want to open it to the floor. Will be very short. C'est par rapport à la promotion des 100 zones industrielles. Si on lance un rêve comme ça, moi je rêve que ces zones soient écologiques, soient des zones qui utilisent des énergies renouvelables, qui permettent une labellisation, par exemple, zéro CO2, qui permet un accès à des marchés labellisés à très haute, disons, qui sont très rémunérateurs. Par exemple, si on sèche les piments dans les projets de l'ONUDI, par exemple, monsieur, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer votre équipe qui travaille sur le piment, et je suis très, très, très content que la Suisse ait contribué. Mais la composante verte est à ancrer davantage, c'est-à-dire produire de la harissa zéro CO2, ça donne un double avantage. Un produit du soleil tunisien et un produit écologique qui peut entrer directement dans les marchés très très hautement rémunérés. Donc, monsieur le ministre, s'il vous plaît, et vous, je pense que vous croyez à tout ça, tout ce que je dis, on a déjà discuté, essayez de promouvoir des zones industrielles à vocation écologique, où il y a la composante recyclage, la composante eau, dessalement, etc. Voilà. Merci. Merci. Et il y a la dernière intervention, Monsieur Palma. Ah, Monsieur le ministre. Non, je voulais juste, pour commenter ce que M. Allen a dit, nous avons en Tunisie le premier projet de production de tomates qui soit négatif en CO2. Donc on utilise du CO2 qui aurait été dans l'atmosphère pour en fait faire pousser des tomates. C'est très bien, merci. Et c'est ce que je voulais achever, c'est l'interaction entre les panélistes. Non, c'est assez d'interaction. Monsieur Palma, vous avez une réaction de ce que vous avez entendu, parce qu'après ça, on veut ouvrir à la discussion pour les gens. I need to hold on to this, sorry, too dangerous. Le côté environnemental, pour nous c'est une évidence, mais vous avez raison d'en parler. Chaque action que nous menons, que ce soit dans la logistique ou dans la production et les chaînes de valeur, bien entendu à chaque étape, on doit faire attention à économiser les ressources naturelles,
avoir développé les produits bio qui marchent, ça c'est un point fort de la Tunisie, beaucoup de produits bio en Tunisie. Et bien entendu, faire en sorte que les zones d'activité ou les zones industrielles du futur soient des zones propres, bien entendu. C'était sous-entendu en fait. That was very good. And what I sort of hear from all these interventions, I heard two things which I thought were very important, which was actually what the minister said in his opening statement. It was the infrastructure is incredibly crucial and it's being addressed. I also heard that the industrial zones, really everybody was for it, and I heard the forward-looking element of let's make sure they work on renewable energies. But now I'm sure we have a lot of people who would like to ask questions. I may not be able to accommodate everybody. We have something like 20 minutes for questions. I think ladies first. And could you please identify yourself, your organization, and I'm very sorry, I have to be tough. I can only take short questions. I cannot take comments. As I'm sure they would be very valuable, those comments, but these are sadly the rules of the game. Madame. And then after that, Monsieur and Monsieur there, then these three, and then we can answer. These three, you come later, we come later, don't worry. Allô? Ah, ok, ça marche. Alors, je suis l'attaché commercial de l'ambassade de Grèce. Je suis ici il y a 3 années et demie et je peux assurer tout le monde, comme je suis dans le monde du commerce, que j'ai rencontré des hommes d'affaires tunisiens formidables. Je viens d'un pays des commerçants et des armateurs et je continue d'apprendre de vous, de votre mode de penser, de votre mode de négocier. Donc, je suis très heureuse d'être dans votre pays. Et je voudrais faire une question très, très courte. On a entendu dire que l'économie tunisienne est en face de moments difficiles. Et un des modes plus faciles pour trouver l'argent, c'est d'imposer des taxes. Je vous fais, dans la loi de finances de 2014, on a vu de nouvelles taxes. Oui, j'arrive, ça va être dans un. Et avec des taxes qui arrivent de 5% pour le plastique jusqu'à 100% pour les plaques de marbre importées. Et la Tunisie n'a pas de marbre de type qui est importé. Il a de pierre calcaire qui est moins dur que le marbre. Alors, la question est la suivante. Est-ce que le ministre de l'Industrie pense de faire une étude ou même une révision des taxes antérieures sur les premières matières, comme la marbre qui est la première matière pour la construction, et faciliter l'entrée des matières premières, ce qui va donner une autre promotion, disons, à l'activité industrielle dans le pays. Juste pour vous donner un très petit exemple, au Maroc, pour le même produit qui est de notre intérêt, c'est juste les 20% de TVA et les 5% en Libye pour les tarifs. C'est ça. Okay, and the next questions, please. I cannot take more comments. No, I cannot take comments. Just ask the questions. We can only accommodate questions. Monsieur? I don't know. Let's move on. Okay. Hamdi Osman, an investor here in Tunis for the last 2 years. One of the things we talked about here in the excellent discussion, which is import, export, and of course logistics taking big part of this, and especially under His Excellency the ministers. One major element of all of this, combine them all together, is customs. Without custom reform, without tariff, unified tariff, as most of the I managed under FedEx for 34 years, 132 countries. Most successful country who have unified tariff. I think this is something that the country and the ministry, transport, finance and industry should look at, because you gain more, in every country have done that, they gain more in income than also the process. The import and export and logistics cannot work without customs. Unified custom and yeah, thank you very much. Customs very important. Sir, you are the next one in line. Merci. Merci. En fait, j'ai une suggestion
au départ, on a parlé de la dimension spatiale de la chaîne des valeurs. Mais dans les commentaires et dans les explications, je ne vois pas la manière d'allonger, si vous voulez, et d'élargir la chaîne des valeurs. Je suggère ceci, c'est-à-dire la STEG internationale, les universités libres, les cliniques peuvent créer des valeurs dans des pays voisins et lointains pour parler comme notre ami de l'UTICA, c'est-à-dire raisonner sur 1,5 milliard de population. Donc je trouve qu'il y a une chaîne des valeurs à enrichir sur le plan spatial. Merci. C'est très bien. Et à qui est cette question? J'adresse la question surtout à Monsieur le ministre et à tout le monde, notamment l'UTICA. Non, on peut pas. Alors c'est très bien. Merci beaucoup, monsieur. Et monsieur le ministre, vous avez eu 3 questions. OK. Notre ami de Grèce, comme on dit, Epharisto Parakalo. Merci en grec. En fait, pour les importations, comme vous savez, en Tunisie en 2014, nous avons eu un problème au niveau des échanges commerciaux et au niveau de la balance des échanges commerciaux. Notre taux de couverture a diminué par un certain nombre de phénomènes essentiellement conjoncturels et non pas structurels. Et donc, comme exemple, nos exportations de type phosphate ont baissé. Nous sommes sur la pente qui remonte, mais tant que en fait, nous avons ce déséquilibre, nous sommes obligés de prendre des mesures sur certains produits qui ne sont pas forcément de première nécessité. Je n'ai rien contre le marbre qui vient de Grèce, je trouve que c'est d'une excellente qualité, mais peut-être qu'il y a d'autres priorités. Je pense que dès que nous aurons les conditions pour améliorer cette balance commerciale, nous reverrons cette liste et ces tarifs. La seconde partie sur la partie customs. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une structure qui peut être énormément améliorée. Il y a toute une organisation qui est en train d'être changée, les procédures, le système de tracking. Ce qui serait fantastique, c'est qu'un conteneur qui sort soit complètement défini avec un système de code à barres, de telle façon que quand il rentre, il soit complètement identifié et qu'il n'y ait pas de problème. Donc toute cette structure est en train d'être mise en place pour améliorer la fluidité du système. Ensuite, la dimension spatiale dans les chaînes de valeur, c'est un point très important. Aujourd'hui, nous voyons des choses qui sont extraordinaires dans cette dimension spatiale. Je vais prendre un exemple simple, c'est les crevettes qui sont élevées en Écosse aujourd'hui. Elles sont élevées et elles sont envoyées en traitement vers l'Asie du Sud-Est, où elles sont décortiquées et ensuite elles sont renvoyées pour être vendues sur le marché local. Ce système-là, cette chaîne spatiale est extraordinaire. Donc aujourd'hui, il y a une transformation complète pour cette dimension spatiale dans les chaînes de valeur. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on soit extrêmement réactif. Nous avons parlé de l'exemple, pour ne pas dire une chaîne Zara. Il faut que cette dimension spatiale, quand on a un bureau de design, et qui j'espère sera en Tunisie, nous puissions réagir aux besoins d'un marché chinois ou un marché nord-américain ou sud-américain, pratiquement de la façon la plus rapide, pour qu'à la fois on refasse le design et qu'on puisse produire en Tunisie ces produits de valeur améliorée. Merci. These were excellent answers. Thank you very much. Excellent and very concise. I just still have the question, which I will not ask you, in terms of environment and CO2 emissions with the spatial dimension. Because on one hand we say we want renewable energy, we want to be good to the environment. On the other hand, we are shipping things all over the place. But that's a conundrum we will not solve today, and we will not solve here. Does anybody have a reaction? I can only accommodate one person. Does one person here? Yes, monsieur. Peut-être pour compléter un peu les éléments de réponse. En fait, en supply chain, on dit que l'information remplace le stock. Aujourd'hui, la contre-performance logistique vient en définitive
en grande partie par cette incertitude autour du temps de transit, du temps de dédouanement, peut-être aussi de certaines tarifications qui sont exagérées. Et si on maîtrise l'information, et si l'information arrive correctement au bon endroit et donc au niveau de toute la chaîne, eh bien on peut réduire considérablement les stocks qui sont dans le pays. Il n'est pas rare dans les entreprises d'avoir du 3 mois jusqu'à même 6 mois de stock dans les entreprises. Ça coûte très cher au pays, ça coûte très cher aussi en devises pour le pays. C'est pour cette raison que en fait, l'information et l'accès à l'information sont décisifs pour améliorer la performance logistique. The minister will need to leave us in about 5 minutes. So what I would suggest is we have 3 more questions and I will make a summation and maybe the minister will leave us before I make the summation, but I think it's always important to have a summation. So we take 3 more questions and that will be it. And I'm going to this side of the room. This gentleman has been very active. You and the gentleman over there, yes, you sir, who's sitting, but one sentence questions. The minister has to go. Merci beaucoup. Razouane Mziou, expert comptable. Bon, vous avez parlé, monsieur le ministre, sur les problèmes de la logistique. Ça m'interpelle beaucoup parce qu'on a des problèmes très graves au niveau des importations qui arrivent avant la révolution. C'était aux alentours de 40 jours toutes les importations de la Chine et de l'Inde. Maintenant, on est à 55 jours. Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau de ports et de bateaux. Ça, c'est un constat qui m'a été fait au niveau de tous mes clients, des industriels et surtout des industriels étrangers qui travaillent avec les pays. Et ça, c'est un constat, mais mon souhait, c'est au niveau du port d'eau profonde qui a été décidé il y a quelques années au niveau de Nfida. Je pense que ça sera la bonne solution, surtout qu'on peut le faire comme l'aéroport de Nfida, c'est-à-dire une concession sur 30 années, et comme ça l'État ne va pas le construire. Et merci. Alors la question, c'est les ports, c'est le port d'eau profonde. Pourquoi on n'a pas fait le port Oui, mais monsieur, seulement, le prochain, une phrase seulement, s'il vous plaît. Monsieur, vous êtes le prochain? This gentleman is the next one. But only one sentence, the question. The minister has to go. سعادة الوزير، فرصة سعيدة أن أكون معكم. تونس الجديدة ديمقراطية جديدة وفرص جديدة. أنا عبد الناصر الناجح، نمثل قطاع أرباب الأعمال، رئيس الاتحاد الليبي لأعراف الأعمال. أول وقبل كل شيء بصراحة وبكل ود، وإحنا ممنونين بالسياسة الحالية التي تقوم بها الحكومة التونسية في ظل الرهانات وفي ظل التحديات، وهي تميز وتألق. وهذا التجمع يعكس جدا على قدرات، ليس فقط القدرات التونسية بل الموجودة كلها معا في تونس من أجل تونس جديدة، وما ينعكس علينا نحن في ليبيا. وهو الآن هذه المداخلة دقيقتين just 2 minutes لأن حبيت نفضلها لحضرتك. ونحن كمجموعة لدينا مجموعة مستثمرين ليبيين ودوليين، وبحثنا على فرص استثمارات في تونس، واكتشفنا أن أفضل منطقة للاستثمار في تونس هي مدينة توزر. وتوجهنا بمجموعة خبراء إلى توزر ودرسنا عدد مشروعات تتمكن في 10 مشروعات بقيمة $500 مليار. وبعد ما عدينا هذه الدراسات لاحظنا في بعض الأشياء عدة صعوبات، ومن ضمنها نحب أن ننشئ مركز تجارة لبيع المنتجات التونسية، أي تشجيع ما تفضلت بحضراتكم، وهو التصدير، ليس إلى التصدير إلى الخارج بل إلى التصدير إلى الداخل. وهنا نستفسر هل في إمكانية استحداث منطقة اقتصادية حرة بحيث يسمح للتونسي يشتري بالعملة الصعبة، لأن إذا وفرنا هذا السوق ولشراء واقتناء الملابس وخاصة الملابس التونسية. أوكي. فعلى كل حال وممكن نكمل مع حضرتك فيما بعد أو لاحقا. فنتمنى دعمكم وخاصة فيما يخص النقل من تونس إلى توزر ومن بعض المدن الأخرى التي توزر انقطعت بالكامل على العالم. Thank you very much. We appreciate your question. Mr. Minister, we cannot take your question. Is it one sentence only? Not 2 minutes, one sentence. One sentence. Une phrase seulement. Yes. What is your question? One sentence. Bonjour.
Monsieur le ministre, vous venez de dire que la CPG est à 30% de sa production et que vous voulez qu'on a des problèmes pour les importations. Et pourtant, on a un appel d'offres où on va importer tout de suite pour 150 millions de dinars pour un projet qui ne verra le jour que dans 4 ans. Alors, je pense qu'il faut annuler ces importations pour aider, pour octroyer ces montants aux importations de matières premières ou d'autres trucs qu'on a besoin immédiatement. Merci. Okay, Mr. Minister, I think you've had 3 questions addressed all to you. You're very popular with the public. Oh, thank you. Okay, so pour le port en eau profonde, donc le décret qui a été signé, c'était le 23 novembre 2013. Donc c'est à peine il y a 6 mois. L'idée, c'est que pour faire réussir ce port, il faut vraiment que ce soit un système complètement multimodal. C'est-à-dire qu'on ait les composantes du port, de l'aéroport, du chemin de fer et de la route, toutes intégrées ensemble. Et en plus de ça, il faut qu'il y ait des zones logistiques qui soient à la mesure de ce port. Donc tout cet ensemble-là doit vraiment être optimisé et que ce soit ce que j'appelle le Tier 1, comme du type Rotterdam au Jebel Ali au Moyen-Orient. Il faut vraiment que ce soit optimisé pour ne pas faire d'erreur. Donc nous sommes en train d'avancer dans cette partie-là. الأخ الليبي يعطيك الصحة ومرحبا بك في تونس. فيما يخص الاستثمارات في توزر مرحبا بكم. إن شاء الله نشوفوا مع بعضنا معناتها الإمكانيات لمنطقة حرة وبالعملة الصعبة في توزر ولا في زرزيس إن شاء الله. En ce qui concerne la CPG, donc en fait, je voulais juste corriger un chiffre. C'était l'année dernière, on était à 30% de la production. Cette année, on est à peu près 56% de la production. En fait, 57%. On a augmenté la production sur les 5 premiers mois de 90%. Donc, ce qui est déjà un effort, un grand effort. Il nous reste encore du travail à faire pour revenir aux 8 millions de tonnes. Je pense que si nous résolvons les problèmes sociaux, on reviendra en pleine capacité. Donc c'est juste au niveau de satisfaire les revendications, les justes revendications sociales et de pouvoir créer un climat de confiance. Nous avons travaillé d'arrache-pied depuis le début de l'année pour arriver là où nous sommes et j'espère que nous reviendrons aux 8 millions de tonnes d'ici 2016. En ce qui concerne les investissements, comme vous savez, un investissement, ça ne se fait pas sur quelques mois, c'est sur 1, 2, 3 ans. Et donc, le temps que les gens fassent les appels d'offres et qu'ils commandent le matériel, ce sera pour dans 2 ou 3 ans. Notre objectif est que d'ici 2020, on revienne au-dessus des 8 millions et qu'on soit même au niveau des 12 millions de tonnes, donc ce qui serait 50% au-dessus de la production avant 2010. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et c'est très gentil, Monsieur le Ministre, d'avoir... I think everybody else will stay seated. We will... It's not be political. Okay, with that, I think we have time for 2 more questions if they go to the rest of the panelists. Sir, you've been very patient. You see, I see you in the end. You're coming back? No, they come at the end. We now have we do the certificates now. If it makes you happy, we do the certificates now. We will do the rest of the certificates later for the rest because we need to sort of finish. We have to see. This gentleman has a question. Excusez-moi, madame, je suis monsieur Youssef Riabi. On a une association, mais je suis conseiller des sociétés allemandes installées en Allemagne. Pourquoi je veux parler? Parce que nous, on vit dans l'urgence. On a des jeunes, ça fait 3 ans, qui attendent le travail.
C'est-à-dire, ce n'est pas 3 ans, 4 ans. On a besoin demain après-demain. Il faut présenter de quelque chose de concret. Et je vais dans la réalité. J'ai voulu demander cette question à notre ministre qui va aller. Bon, la question. Notre ministre est là. Ce n'est pas un problème. À qui voulez-vous adresser la question? Zodiac, est-ce que vous voulez miser sur la Tunisie? Nous, en Tunisie, on a l'aéroport de Tabarka qui fonctionne 20% seulement. Est-ce que vous pouvez créer une plateforme pour l'exportation de vos produits à l'étranger? Est-ce que vous pouvez créer, c'est-à-dire une société de maintenance des avions à partir de plateformes, c'est-à-dire de Tabarka? Ça, est-ce que vous pouvez créer une unité de fabrication de tissus pour les chaînes d'avions en Tunisie? C'est concret, c'est demain après-demain. Est-ce que vous pouvez faire avec comme une autre société, c'est-à-dire les grandes commandes, c'est votre compagnie, mais les petites commandes, c'est des petites sociétés tunisiennes. Je termine. Pour le fig de Barbarie, il faut aller plus loin. Les Italiens sont en train d'acheter le fig de Barbarie pour faire un liqueur spiritueux. Ça, c'est le plus important. Comme le tomate séché, on est en train de faire des usines ici de tomates séchées qu'on l'exporte à l'étranger 4 fois le prix réel. Merci. Alors votre question est à Monsieur Lopez. Monsieur Lopez, quelle est votre réponse? Écoutez, à votre question, est-ce qu'on veut s'implanter en Tunisie? On y est déjà et Zodiac représente 2600 personnes en Tunisie, monsieur. Alors maintenant, Tabarka, Tunis, Sousse, tout le monde souhaite avoir de l'industrie à ses portes. C'est un problème à mon avis, de répartition des valeurs ajoutées dans les régions. Et ça, c'est pas Zodiac qui va le décider. Voilà. C'est très bien. Alors, I think what I'll do is I'll do a quick summation and then we will be honored by being given certificates, which we are very much looking forward to. So the quick summation is we've had a very interesting introduction by the minister. And he basically said, look, at this point, Tunisia is on the right way. And if you only look at, in terms of quality, the quality certifications, it basically, in the span of 2 decades, it came from basically no companies to 2,000 companies being certified. And he did remind us that that Tunisia is the best and the most developed industrial base in the southern Mediterranean, at the southern border of the European Union, which is certainly something very important. He mentioned 10 zones of attention or challenges that need to be met. And the first one, which we came back to again and again, was industrial zones. And he basically said we need to work at that. And the consensus was we need to work at it in a forward-looking way, bringing in new technologies, turning it into helping Tunisia to become an innovation nation, and especially also bringing in renewable energy. He pointed out the clusters. And I've seen that last year that I was privileged to be here and chair a session, is that you see some countries that bring industries in clusters, for instance, from northern Italy, so they can create synergies here. That's a good thing. He did mention logistics, and we did focus a lot on logistics, and there are issues, and one will need to address them, because no logistics, no trade. The administrative obstacles, we talked about obviously customs as well there, that needs to be addressed, and just less red tape. Then obviously the biggest creators of jobs are the small and medium-sized enterprises. We need to get them involved in the global value chains, and we certainly need to make sure they can get financing. That was a point that was very important to the OECD. Then one needs to look at the new sectors, pharma, and all the innovation sectors. The further interventions by other panelists was that there were some real
great examples of what can be gained with global value chains. And that was Japan in '85 when it opened up and started investing in Southeast Asia, and look what happened. It was the Berlin Wall coming down. Look what happened to some of the Eastern European countries. NAFTA, the North American Free Trade Agreement, look what it did for Mexico. Obviously China acceding to the WTO was also vastly beneficial, not just for China, but for other nations that traded with China. We also looked at where does Tunisia stand now. She stands at the same level with about Bulgaria, Austria, but could do better. So there is room for improvement as always. One looked at the various aspects of value chain, spatial, time, and functional, and said one needs to really work at it, especially also the spatial side. And services is really where it's at, because services is where the value add gets in. If you look at the integration of the Tunisian industry into the global value chains, it would be trade services would be 72% and 52% of industrial goods. It was a word of caution to look at industries that build on the natural advantages. So not industries that are too energy intensive, because energy is one of the major imports in the country. So unless there's more energy production, one should put that in line. And obviously the SMEs always come up as important, and again, they are the creators of the jobs. We looked at the lost value chains, you know, with more traditional industries that lost certain elements in their chain, and one should actually go back and look and see what one can learn from how they lost it and what not to do. Again, we talked about customs reforms. What was very important is also to see one of the key industries now, which is the aeronautics industry, which came from 0 companies to 40 companies in just 15 years. So that was a good way of showing that if there is a will, there is a way, and these companies are very, very integrated in the global supply chains. So that was basically what we were talking about. You've been a fantastic public. I am very sorry if I couldn't accommodate all of your questions. I know lots of you had questions, but sadly our time was limited. And if you want your food warm rather than cold, we needed to make sure we ended on time. And now we are very honored to have Mr. Khalil Labidi, General Manager of FIPA, giving us the certificates, and we're looking forward to it. And sorry that we sort of let the minister have his and just went on. I hope you can forgive us, sir. Thank you. And thank you to FIPA and the government of Tunisia for organizing this panel.